Et, et on se retrouve voilà, pour la suite de cet entretien. Comment ça va? Très bien. C'est super. Ravi de Mm. t'avoir pour un deuxième essai, deuxième partie. Euh, donc, on va essayer de reprendre là où c'était arrêté il y a 2 semaines. Alors, on était donc, après 20 ans à la marine, tu sautes le pas vers la télévision, le monde de la télévision. Là, tu nous as un peu raconté comment c'était passé, ce que tu y as fait, comment était l'environnement. Et donc après ça, voilà, tu m'as dit, tu décides de partir Mhm. et de rejoindre l'univers du satellite. Oui. En fait, à l'époque, il y avait encore, c'était encore la pleine bulle Internet. Donc, tout ce qui était télécom marchait très fort. Et quelque part, le, le- la diffusion des médias, ce que j'avais un peu fait chez Canal+, me permettait d'accéder à un certain nombre soit des opérateurs de télécom, soit des opérateurs de services, soit des sociétés high-tech qui travaillaient dans le monde de télécom et Internet. Et donc, euh, la société Canal ayant présentant quelques difficultés, et le groupe Vivendi aussi, du reste, j'ai préféré stopper ça et rechercher donc une industrie un peu plus centrée sur mon savoir-faire et être moins marginal que là où j'étais chez Canal. Et donc, bon, après, rechercher un peu à droite à gauche, eh bien, je me suis retrouvé pas très loin de chez Canal, du reste, chez Eutelsat, qui était à l'époque dans le 15e arrondissement de Paris, lui aussi. Eutelsat, qui cherchait à embaucher quelques personnes pour se lancer, lui, dans les services. Alors c'était amusant, enfin amusant, Eutelsat était une organisation internationale, comme peut l'être Eurocontrol ou des organismes de ce genre. Et au moment où je suis arrivé, mais vraiment au moment où je suis arrivé, elle s'est transformée en industrie de société de droit privé français. Donc une très très grosse modification de structure de l'entreprise, puisqu'on passe d'un droit international un peu totalement en dehors du droit français, et du droit du travail français notamment, à une société tout à fait normale, et dont les actionnaires étaient les opérateurs de télécom européens. Donc France Télécom à l'époque, Orange, British Telecom, Deutsche Telecom, etc. etc. Alors, Ça, ça a été... ce passage au droit Oui. français, qu'est-ce que ça change concrètement? J'ai du mal à me représenter. Ah bah, premièrement, le droit du travail français s'applique. Hein. Les salariés bénéficient de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, de droit à la retraite, toutes choses qui n'existaient pas dans cette société de droit international où les gens ne payaient pas d'impôts déjà en France, et pas plus que ceux qui travaillent à Bruxelles aujourd'hui du reste. Et tout ce qui était couverture sociale, c'était des entreprises, c'était des fonds privés qui venaient couvrir les salariés de l'entreprise. Donc là, on bascule complètement dans le... Et au niveau de l'activité, quand on était une société euh, une organisation internationale, en fait, on ne faisait pas de vrai, à proprement parler, de commerce, puisque c'était une société qui mettait à disposition des moyens au profit des États membres. Donc, il n'y a pas besoin de faire le commerce, puisque le produit était en gros acheté d'office par ceux qui avaient décidé de le faire. Donc, en passant, c'était de droit privé, bien sûr, ça change tout, parce qu'il faut faire du commerce, il faut vendre les produits que tu as décidé de faire. Et qui décide de le faire? Bah, c'est la société Eutelsat. Mais ça, c'est ce qui était intéressant, c'est que
après, on s'est dit, mais c'est pas très grave, ça va pas être un énorme changement parce que les actionnaires, tout compte fait, c'était les sociétés avec lesquelles on était le jour d'avant. La France était représentée par France Télécom, l'Allemagne par Deutsche Telekom, etc. Et ces sociétés-là sont devenues les actionnaires. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Sauf que la bulle Internet explose. Donc, on est en fin 2001. Donc, la bulle Internet explose. Les sociétés de télécom voient leur cours d'action s'effondrer. La vie devient très compliquée pour toutes ces sociétés-là qui cherchent à retrouver de l'argent, à retrouver des fonds et vendent toutes les participations qu'elles ont chez Eutelsat, qui leur paraît être un investissement marginal par rapport à leur fonds de commerce traditionnel. Et ceux qui rachètent les actions de France Télécom, de Deutsche Telekom et autres, vont être des fonds d'investissement. En l'état, Euraseo, Cinven, etc., qui vont venir prendre la place des sociétés de télécom en tant qu'actionnaire de l'entreprise. Et là, ça va être un deuxième gros changement, ou un vrai gros changement, parce que ces fonds d'investissement, bien sûr, ont des objectifs qui sont tout à fait particuliers, enfin très différents des objectifs d'un opérateur de télécom. Donc ça, j'y reviendrai. Et quant à mon activité, donc jusqu'alors, Eutelsat, son savoir-faire, c'était de spécifier et d'acheter des satellites, les faire lancer par des lanceurs comme Ariane, comme ILS en Russie avec les fusées de Baïkonour. Et puis ensuite, ce satellite étant en l'air, à une orbite géostationnaire à 36 000 km, on s'en sert un peu comme un gros miroir, c'est-à-dire j'envoie un signal vers le satellite, il est réfléchi sur la Terre, et en faisant comme ça, je fais de la télévision, par exemple. Donc principalement, du reste, l'activité des satellites de Telsat, c'était pour faire de la télévision sur l'Europe, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique. Et je dirais marginalement, un peu, de faire des transmissions de données. Mais c'était quand même pas le cœur du métier de Telsat. Et en tout cas, absolument pas de service complet au sol. C'est-à-dire que Eutelsat ne faisait pas ce que fait Canal, c'est-à-dire de distribuer des décodeurs ou de multiplexer du signal. Ça, c'était les services au sol que Eutelsat ne faisait pas. Eutelsat ne faisait pas non plus des services Internet par satellite, hein, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'infrastructure au sol particulière, il n'y avait pas de commercialisation de produits pour ça, à cet effet. Et donc, au moment où Eutelsat devient société de droit privé, elle décide non seulement de vendre de la capacité spatiale des satellites, mais aussi de faire des services basés sur ces satellites. Alors ça pose deux problèmes. Donc on voit qu'on superpose les problèmes en quelque sorte. Ça pose deux gros problèmes. Le premier problème, c'est faire une activité de service, ça veut dire mettre en place des infrastructures et des ingénieurs et des techniciens qui vont venir exploiter ces infrastructures au sol. Et ça, quand on ne sait pas le faire ou qu'on ne l'a jamais fait, il faut apprendre. Et ce n'est pas très simple. Surtout qu'à l'époque, la technologie était naissante, donc les produits étaient d'un niveau de qualité assez élémentaire. Et puis, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de le commercialiser. Donc là, il faut inventer un mode de commercialisation, un mode de facturation, une gamme de prix, du marketing, tout un ensemble de choses. Vers qui on le commercialise? Est-ce qu'on le commercialise en direct vers des clients finaux ou est-ce qu'on va utiliser des distributeurs qui vont eux-mêmes revendre le produit vers les clients finaux en prenant une marge et quelle marge, etc. Donc tout ça, c'est à inventer. Avec un petit problème au passage, c'est que ce type de service sur les satellites de Telsat
existait déjà en partie, fait par des clients de Telsat. Donc, quelque part, on avait un problème. On a aussi un problème de channel conflict, comme on a dit en anglais, c'est-à-dire que Telsat se retrouve un peu concurrent de ses propres clients, de certains de ses propres clients. Donc ça, c'est pas forcément facile à gérer. Alors bien sûr, on essaye de se différencier, etc. Mais bon, c'est pas très simple. Donc ça a été cette mise en place de tout ça, donc mise en place des services, mise en place de la commercialisation des services, transformation de Telsat en même temps d'une société internationale, d'une organisation internationale, d'une société de droit privé. Tout ça se fait en même moment, en quelque sorte. Et puis la mise en place et la validation des technologies au sol. Ça va prendre environ, on va dire, 2-3 ans facilement pour arriver à quelque chose d'à peu près stable et qui commence à ressembler à quelque chose, donc à des produits vendables qui fonctionnent, un réseau de distribution, un mode de commercialisation, des facturations, les contrats, etc. Donc, voilà. Ce que la direction de Telsat n'avait pas imaginé au départ. C'est-à-dire qu'au départ, ils se disent, bon, on va se lancer dans les services, environ dans 6 mois, ça y est, c'est bon, on va commencer à récupérer de l'argent. Et à gagner de l'argent là-dessus. En fait, non. Oui, on a peut-être fait un coup par-ci, un coup par-là, mais la vraie commercialisation et les vrais revenus sont arrivés quelques années plus tard. Et ça, c'était pas tout à fait dans les plans initiaux de la direction générale. Et on va vite s'apercevoir que c'était un petit peu une course à l'échalote, c'est-à-dire que on va déployer ces services notamment par exemple en Europe à l'époque, donc on est maintenant en 2002-2003, l'Internet sur la DSL est encore très, très balbutiant, c'est-à-dire que le déploiement de l'Internet par ADSL est très rudimentaire, il y a beaucoup de zones non couvertes, donc le satellite, les connexions par satellite peuvent trouver leur place. Sauf que sous la pression des pouvoirs publics, les gros opérateurs de télécom, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, etc., se trouvent quasiment poussés, contraints d'accélérer le déploiement de leur réseau Internet ADSL. Et donc, on va voir devant nous le marché se réduire, un pot de chagrin, parce que des gens vont dire, écoutez, votre solution satellitaire chère, complexe à mettre en œuvre, qui tombe un peu trop souvent en panne, etc., etc. Et à côté, pour un prix nettement inférieur, j'ai quelque chose qui est plus stable, qui est plus simple, et qui m'est fourni, ou qui va m'être fourni par Orange, ou qui va m'être fourni par British Telecom, etc. Donc notre marché va très rapidement se réduire, notamment sur l'Europe, oui. Et on va être obligé, pour continuer à exister, à déplacer le marché, à déplacer nos efforts sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Avec la difficulté, bien sûr, que c'est moins simple de vendre au Congo, au Gabon, ou en Syrie, ou en Arabie Saoudite, que de vendre en Ardèche ou en Bretagne. Hein, ça, c'est évident. Mais enfin, on va trouver des distributeurs, on va trouver des clients, on va refaire le travail qu'on avait fait sur l'Europe, on va le refaire sur l'Afrique, avec la complexité que cela pose. Mais on va le faire, et ça va prendre un certain temps, là encore. Et on va vite s'apercevoir que si on veut continuer à progresser, etc., il faut quand même qu'il y ait des efforts faits sur la technologie, c'est-à-dire à la fois sur la technologie au sol, les terminaux, mais aussi sur le satellite. Parce que les satellites dits de télévision peuvent faire, bien sûr, des télécommunications de données, mais en fait, ce n'est pas très commode, c'est pas pensé pour ça au départ. Hein. C'est vraiment, vraiment bien fait pour faire de la télévision. Accessoirement, des liens point à point assez simples.
faire de l'Internet par satellite, un Internet de masse, c'est pas pensé pour ça. Et donc très rapidement, et avec l'accompagnement du reste de nos partenaires à l'époque, qui est la société Viasat américaine, on nous dit, mais il faudrait concevoir des satellites expressément conçus, prévus pour faire de l'Internet par satellite. Et c'est là qu'on va se lancer. Donc, Eutelsat va prendre la décision de faire construire un satellite qui est, je dirais, qui était à l'époque tout à fait révolutionnaire, qui est KASat, un très très gros satellite, qui va permettre, lui, qui est complètement dédié à l'Internet, qui ne fait pas de télévision du tout, et qui va couvrir la totalité de l'Europe. Ce satellite, bon, alors, il faut le temps de le faire, bien sûr, il faut 3 ans pour faire un satellite. Après, il faut le lancer, après, il faut le calibrer, ensuite, il faut mettre tout le segment sol en place, enfin, tous les équipements au sol pour que ça marche, puis après, on fait la commercialisation, etc. Et donc, le satellite va être lancé en 2010, en fin 2010. Et là, effectivement, on va changer de paradigme. Là, on va avoir vraiment un moyen de faire de l'Internet par satellite qui sera presque de même niveau que ce qu'on pouvait avoir avec la DSL, enfin niveau de qualité de service, je dirais presque de niveau de prix aussi, pas très loin, de ce qu'on pouvait avoir en ADSL en Europe. Donc là, à nouveau, on va revenir sur l'Europe avec ce satellite spécial en 2010. Et on va rentrer dans d'abord une technologie différente, donc qu'il va falloir mettre au point, valider, etc. Un mode de commercialisation, là encore, relativement différent, parce que là, on est face non plus à quelques centaines ou quelques milliers de terminaux, mais là, on parle de dizaines de milliers, voire de 100 000 terminaux, donc 100 000 usagers qui sont sous le satellite. Donc, on passe de quelques milliers ou quelques milliers à pas loin de 100 000, 200 000 utilisateurs. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et ça, on va le faire avec. Bon, ça va prendre un certain temps pour que, là encore, ça tourne et on le stabilise. Mais on peut dire que dans les années 2012-2013, la chose est en place. C'est bien utilisé sur l'ensemble des territoires, que ce soit en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne, même un peu au Maroc, en Turquie. On va déployer cette chose-là. Ayant fait ça, on se repose quand même la question de bon, on ne peut pas lancer un satellite comme ça tous les ans, c'est pas possible, c'est bien trop cher, c'est un investissement très lourd. Donc il faut quand même faut réfléchir hein, quand on lance on met en l'air un engin qui vaut quand même pas loin de 300 millions. Donc bon, on y va pas à pas, quoi. Et donc, on se dit, ce serait bien d'en avoir un sur l'Afrique, par exemple. Ah oui, l'Afrique, mais comment on va faire ça? Donc, des réflexions. Et là, à nouveau, on se repose la question, mais avant de faire concevoir un satellite dédié sur l'Afrique ou un satellite dédié sur l'Amérique du Sud, par exemple, il faudrait peut-être quand même revalider le marché avec des technologies un peu plus modernes que ce qu'on avait fait dans les années 2002-2003. Et donc, on relance un service un peu plus traditionnel, avec une technologie un peu plus moderne, une technologie belge de la société Newtech, qui offre un bon niveau de qualité de service, un niveau de prix aussi intéressant, sans avoir les performances amenées par ces satellites spécialisés Internet. Et donc, on se relance à nouveau en Afrique, on se relance sur les Antilles, hein, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Belize, il y a tout un ensemble de territoires dans cette zone que l'on va aller couvrir avec des terminaux, avec l'idée de dire, on déploie avec une technologie, avec des satellites traditionnels, mais on a en tête l'idée de
faire concevoir et acheter des satellites spécifiques comme Carasat pour ces zones, Afrique, Moyen-Orient, Amérique centrale, Amérique du Sud. On va se préparer à ça. Et ça va se faire. Ça va se faire, notamment sur l'Afrique, et ça va se faire dans 2019, 2018, 2019. Et je partirai à ce moment-là de la société Eutelsat. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire. Et puis bon, l'histoire continue, hein, puisque maintenant, Eutelsat vient de prendre une forte participation dans OneWeb, qui est une constellation de satellites plutôt britannique, mais enfin peu importe. Donc la stratégie de Telsat se confirme et se continue dans l'Internet par satellite, hein, ce qu'on appelle aussi l'accès, en parallèle, bien sûr, de l'activité traditionnelle de la diffusion de télévision sur les satellites. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, au niveau activité, l'intérêt de tout ça, bon, d'abord, le satellite, c'est de la high-tech, hein, c'est sûr. C'est très démonstratif parce qu'assister à un lancement de satellite, ben, on voit une fusée qui part et à chaque fois, c'est un challenge parce qu'il ne faut pas croire que ça réussisse à tous les coups. Hein, c'est pas vrai. J'ai assisté à 2 échecs majeurs de lancement. Bon, bah, quand ça rate, ça rate. Hein. On essaye les lanceurs comme Arianespace font tous leurs efforts pour que tout se passe bien à chaque lancement, mais parfois, ça ne se passe pas si bien que ça. Et puis le satellite, une fois qu'il est en l'air, eh bien, on ne peut pas envoyer des gars avec une trousse à outils pour aller réparer quelque chose qui ne marcherait pas. Donc on peut faire des réparations, du reste, c'est extraordinaire. On le fait depuis le sol. Donc c'est un environnement quand même extrêmement attrayant, hein, ça c'est sûr, en termes techniques. Hein. La deuxième chose, c'est que c'est la satellite, mais c'est aussi Internet. Donc Internet, c'est tout ce qui tourne autour d'Internet, hein, que tout le monde connaît. Donc ça, c'est aussi un domaine extrêmement amusant. Et puis, alors, la troisième chose, c'est qu'on arrose très large. Hein, et donc, j'ai été amené à amener l'Internet dans les écoles d'Irlande. J'ai travaillé sur les centres de soins en République du Congo, hein, où c'est super, on amène des moyens de communication pour la médecine dans des centres, dans des lieux très isolés au Congo, avec un tout petit problème, c'est que pour que ça marche, il faut de l'électricité. Et ce n'est pas forcément évident qu'il y ait de l'électricité dans des zones isolées en Afrique. Hein. Donc il faut résoudre aussi le problème de l'énergie. Bon, ça, c'est. Voilà. Donc ça, on a eu ça. Amener l'Internet, ne serait-ce qu'en France, dans les zones blanches, on se retrouve face à toutes les collectivités territoriales, hein, parce que les premiers concernés, bien sûr, ce sont les maires, c'est les députés, c'est les conseillers généraux, les conseillers régionaux, parce que les gens viennent râler en disant « Attendez, je paye mes impôts, je veux pouvoir accéder à Internet ». Donc, c'est eux qu'on a en face de nous et il faut discuter avec ces gens-là et voir comment on peut les aider, et si la solution qu'on propose leur convient, les aider à la distribuer, à en faire la promotion. Très intéressant. J'ai fait la même chose dans l'est de la Pologne, par exemple, hein, dans les voïvodes polonais à la frontière de la Biélorussie, où on est les dernières forêts vierges d'Europe. Donc des cas géopolitiques extrêmement variés, donc avec des problématiques parfois très étranges qu'il faut apprendre. Donc ça aussi, c'est à côté de l'intérêt strictement technique du travail, il y a aussi cet intérêt de relationnel, de rencontrer des gens extrêmement variés, toujours intéressants, sur tous les continents. Enfin, bon, je n'ai pas été en Asie, je n'ai pas eu la chance d'aller en Asie, mais enfin, on a fait Afrique, Moyen-Orient, Europe, donc
Amérique centrale et puis toute la zone Antilles-Guyane. Donc ça, c'est quand même extrêmement satisfaisant de travailler dans cet environnement. Voilà. Je vais revenir juste sur quelques points, juste pour clarifier, pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, au départ, Eutelsat vend du satellite, c'est-à-dire que vend la bande passante, si je puis dire, Ouais, qui se trouve ouais, sur ces relais. Et toi, tu me dis qu'après, ils vont vendre du service. ouais. Mais je n'ai pas compris quel genre de service concrètement ils seraient amenés à vendre. Ben, quand on dit je vends de la bande passante, ça veut dire je vous donne accès à mon satellite. Hein, donc vous allez, vous client, avoir une antenne qui va émettre un signal, votre signal, vers mon satellite. Et ce signal qui arrive dans mon satellite, je vais le renvoyer, amplifié, dans une zone donnée. Et dans la zone donnée, vous, client, vous mettrez en place des antennes pour recevoir. Donc il y a une antenne, en gros, en général c'est comme ça que ça marche, une grosse antenne qui va émettre, et puis en réception, il va y avoir plein de petites antennes qui vont recevoir. Mais l'antenne pour émettre et les antennes pour recevoir, ça, c'est pas le problème de Telsat. Moi, je mets en place un satellite, c'est une espèce de miroir. Hein. Donc, je vous donne accès à ce miroir, puis après, vous vous débrouillez. Point. Quand je vends du service, à ce moment-là, je prends une partie du problème du client, c'est-à-dire la grosse antenne qui émet, là, bah, c'est Eutelsat qui va s'en charger. Hein. Donc, je vais simplement à ce moment-là dire au client, bah, écoutez, venez avec votre câble, vous branchez sur mon antenne, hein, mais déjà l'antenne, c'est moi qui l'ai mis en place. Hein, et puis, j'en assure le fonctionnement, etc. Et puis, toutes les petites antennes qui sont à l'autre bout, bah, je vais aussi m'en charger. Hein, et je vais aller les installer, etc. Je m'occupe de tout. Alors, on peut faire ça dans le monde, par exemple, de la télé. Pour le monde de la télé, on peut dire, ben, alors, les petites antennes des clients, ça, non, je ne vais peut-être pas m'embêter d'aller mettre des antennes en Irak ou au Caire ou à Ouagadougou. Par contre, je vais dire à mon client, ben, si vous voulez, à Paris, j'ai un gros champ avec des grosses antennes qui sont disponibles sur l'ensemble de mes satellites. Et si vous voulez les mettre quelque part, eh ben, ce n'est pas dur. Vous amenez, il y a de la fibre qui arrive sur mon centre. Vous allez sur la fibre, je vous connecte à une de mes antennes et paf, ça part dans le satellite. Hein. Et c'est comme ça que Telsat a mis en place un très gros centre qui se trouve pas loin de Rambouillet, un des plus gros centres du reste de ce qu'on appelle un uplink d'Europe, avec des centaines d'antennes. Hein, c'est très impressionnant. Donc pour permettre aux clients de monter dans le satellite sans avoir à faire des investissements d'antennes et puis à se préoccuper de savoir sur quelle fréquence elles émettent, etc. Non, non, on va vous le faire à la place. Si on veut faire un cran plus, ça on est dans la télévision, si on veut faire en plus des services d'accès, un service d'accès, ça veut dire que depuis Ouagadougou, je veux pouvoir accéder à des données qui se trouvent en Europe. À ce moment-là, on a toujours une grosse antenne, par exemple à Rambouillet, ça ne change pas, sauf que cette grosse antenne, on va plutôt la connecter au réseau Internet mondial. Hein, bon, on va mettre les routeurs et tout ça qui va bien. Et à Ouagadougou, ben, on va mettre un équipement qui va non seulement recevoir, mais va aussi émettre, hein, mais avec une petite antenne. Donc il va recevoir, il va émettre, et les émissions depuis l'Afrique vont redescendre sur Paris, et là, on va les renvoyer sur le réseau Internet. Ah, j'ai un petit souci là. Allô? Ah, tu as été coupé pendant un instant. Ah. Tu peux redire la fin de ta phrase? Oui, alors, dans le cas de la télé, c'est un monologue, hein, c'est un centre qui envoie un signal vers toutes les télévisions, hein, vers toutes les antennes qui reçoivent de la télévision. Mais les antennes de télévision, elles ne dialoguent pas, elles n'émettent rien sur le satellite. Si on veut faire de l'accès ou de l'Internet, à ce moment-là, les antennes à l'autre bout, non seulement reçoivent, mais émettent.
Alors, elles Je vont comprends. émettre, comme c'est des petites antennes, elles vont émettre à faible vitesse, peu importe. Mais bon, de toute façon, Internet, par exemple, c'est asymétrique, hein. On émet beaucoup plus que l'on reçoit, enfin en général. Donc ça fonctionne très bien comme ça. Et donc, faire du service dans ce cas-là, c'est d'une part gérer le gros centre qui émet et reçoit, et puis c'est aussi mettre à disposition les matériels et les antennes. C'est des antennes, on va dire, de 1 mètre de diamètre. Donc on va mettre à disposition ces antennes et les équipements qui vont bien, enfin Ok, ok. Non, mais je modèle qui va bien. comprends. Hein, voilà. Ouais. Non, ok, ok, ça marche. Du coup, ouais, c'est vachement intéressant, je trouve, ce que tu as expliqué sur les différentes couches de transformation qui se passaient dans la boîte. Euh, J'aimerais bien, moi, je pense, moi, pour moi en tout cas, et j'imagine pour les gens, ce serait intéressant quand même de parler un peu du coup, de l'expérience à l'international et ce que tu as pu apprendre sur l'Afrique, le Moyen-Orient. Tu m'as parlé des Antilles. Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus, mais je trouve que c'est quand même pour nous faire voyager un peu, c'est quand même sympathique. Euh, alors les problématiques sont toujours très différentes d'un pays à un autre. Alors on parle souvent par exemple de l'Afrique. Bon, l'Afrique c'est un continent et donc on ne vend pas la même chose et de la même façon au Gabon qu'au Kenya et au Kenya qu'en Afrique du Sud. Hein. Donc le satellite, l'avantage, c'est en général, on couvre très large. Hein. Donc, on va couvrir, avec un satellite, on va couvrir, par exemple, depuis le Sahel jusqu'au Cap. Voilà. Donc, techniquement, on couvre toute cette zone. Sauf que pour aller vendre, encore une fois, en République du Congo, il faut trouver des partenaires, des marchés, prendre en compte les contraintes de ce pays qui ne seront pas du tout les partenaires, le marché, les contraintes qu'on aura en Afrique du Sud ou en Namibie ou en Sénégal. Vas-y, donne-nous un Donc, exemple. Donne-nous un ou deux exemples par qui exemple, qu'on se l'Afrique du représente. Sud, c'est un pays très structuré, avec des règlements, avec des taxes particulières. C'est un pays où il y a déjà de la fibre. Donc, si je vais en Afrique du Sud, il faut que je trouve des partenaires, en général, le plus souvent sud-africains. Étant sud-africain, si je veux décrocher des marchés publics, il faut que ce soit des entreprises qui soient B, hein, c'est Black Empowerment. Donc ça, si c'est la société n'a pas le label Black Empowerment, Qu'est-ce que ça veut dire, Black Empowerment? ça veut dire que une société sud-africaine peut avoir accès au marché public dans la mesure où l'actionnaire est en majorité noir, que le comité de direction est représenté. Dans le comité de direction sont des personnes de couleur noire. Mais aussi Carrément. au niveau de la direction commerciale, mais aussi au niveau technique, mais aussi au niveau du marketing. Donc il y a tout un ensemble de critères. Et si la société correspond à ces critères, il y a différents niveaux. Hein, à ce moment-là, elle peut prétendre à répondre à des appels d'offres donc de l'administration sud-africaine. Donc ça, il faut l'apprendre, il faut le savoir. Hein, voilà, bon. Et ça, cette logique-là, si je vais en République du Congo, j'en ai strictement rien à faire, parce que là-bas, ça ne marche pas comme ça. Hein. République du Congo, c'est open, on va dire. Voilà, hein, c'est pour être gentil. Et par chance, on avait en République du Congo d'excellents partenaires. Enfin, j'avais au moins un excellent partenaire congolais, une société extrêmement sérieuse, extrêmement structurée, et qui justement nous protégeait de la complexité du pays, pour parler gentiment. Donc ça, c'est indispensable. Il ne faut pas aller mettre ses mains là où il ne faut pas, quoi. Hein. Bon, D'accord. le Kenya, c'est encore une fois différent parce que là, le Kenya, nos partenaires étaient majoritairement des Indiens. Attends, quoi? Euh, il y a beaucoup d'Indiens dans l'Afrique de l'Est,
Ah et ouais, ok. qui font du commerce, qui font de l'activité, qui ont des entreprises, qui sont bien déployées, sont des gens extrêmement sérieux, très bons commerçants, très bons techniciens. Et bon, bah, faut travailler avec ces gens-là, et ils ont une façon de fonctionner bon, qu'il faut connaître. Et là encore, ce sont des pays, il faut bien savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, quels sont leurs besoins. Par exemple, au Kenya, on a décidé d'implanter un centre de gestion, de transmission d'informations. Donc, au lieu de travailler depuis l'Europe vers l'Afrique, là, on travaillait du Kenya vers l'Afrique. Et pour piloter cet ensemble, eh bien, on avait fibré les équipements depuis Nairobi jusqu'à l'Europe, où nous avions nos équipes. Donc les équipes européennes avaient la main sur les équipements qui étaient au Kenya, et du Kenya, on montait dans nos satellites. Compliqué, mais enfin, voilà le montage qu'on a fait. Et faire monter une infrastructure comme ça, ben, c'est une aventure en soi. Parce que ben, il faut savoir que la fibre qui va de Nairobi en Europe, d'abord elle passe à Mombasa, que pour aller de Nairobi à Mombasa, elle suit la route, et que donc de temps en temps elle est coupée par une pelle, etc. Donc ça arrive régulièrement. Hein. Faut faire attention qu'à Mombasa, la fibre ne soit pas volée, parce que les pêcheurs, avec la fibre optique, ils font des filets de pêche qui s'éclairent la nuit, donc ça, ils attrapent le poisson comme ça très facilement. Donc c'est des situations assez baroques, mais qui arrivent, donc on apprend ça, mais bon, in fine, on arrive à faire marcher ensemble avec justement ces partenaires indiens qui connaissaient très très bien l'environnement, et on a fait marcher ce site kényan pendant plusieurs années, avec l'aide de notre partenaire local. Sur les Antilles-Guyane, ben, c'était un peu pareil. Enfin, là, on avait un partenaire local, donc en Guadeloupe, qui avait une vraie volonté de distribuer l'Internet dans les zones noires, blanches plutôt, avec notre service depuis nos satellites qui étaient sur la zone. Simplement, la difficulté, c'est que la Guadeloupe ou Guyane ou à Martinique, on avait quand même une certaine difficulté à trouver de bons techniciens. Hein. Donc, c'est vrai que beaucoup les jeunes Guadeloupéens qui qui sont ingénieurs, etc., ils ont plutôt tendance à aller travailler en métropole. Donc, difficulté d'avoir une bonne main-d'œuvre et une bonne main-d'œuvre stable. Mais bon, en regardant, ben on en a trouvé en Guadeloupe, on en a trouvé en Martinique, parce que ce n'est pas la même chose, et puis on en a trouvé en Guyane. Et là aussi, on a appris à installer une antenne à Mariposa. Eh bien, il faut aller la transférer soit en pirogue, soit en hélicoptère. Donc, il faut savoir combien de temps ça prend d'un côté, combien de temps ça prend de l'autre. Bon, enfin, il y a tout un environnement, là encore, qu'il faut connaître, parce que si on ne peut pas l'ignorer, c'est pas possible. On ne peut pas dire ah, mon distributeur va se débrouiller. Non, ça nous revient en boomerang en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, l'antenne n'est pas arrivée, comment ça se fait, etc. Bon, on est obligé d'aller voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, l'hélicoptère n'était pas disponible, etc. Bon, voilà. Donc, on découvre des situations, on est face à des situations parfois assez curieuses, Romanesque. trop intéressantes. Et je voudrais juste dire trois mots sur. Parce que alors, tu as dit que tu te retrouvais. Alors là, on revient dans le cadre français. Tu te retrouves face aux collectivités territoriales françaises et tu me dis que en fait, il y a une sorte de pression de leur part pour avoir le service de l'Internet, enfin de la fibre en général. Mais alors, c'est là où tu m'as un peu perdu parce que donc du coup, Telsat, c'est privé ou c'est public? C'est-à-dire que Totalement privé. il se tourne vers toi en tant que quoi, en fait? C'est ça que je comprends pas. C'est totalement privé. Simplement, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que, bon, Eutelsat, on n'a pas 30 000 commerçants. Hein, c'est une boîte, il y a
Il y avait à l'époque même pas 1000 personnes, quoi. Et nos commerçants, ils sont plutôt en Afrique, en Moyen-Orient, en Asie, etc. Ils sont pas romorantin. Donc, quand on a voulu vendre nos solutions sur le territoire national, on avait bien sûr des distributeurs, et même ces distributeurs, c'est comment aller trouver le client. Le client est en zone blanche. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en Lozère, c'est des gens qui sont du côté d'Aurillac, c'est des gens qui vont se trouver dans certains coins de Bretagne, etc. Comment on trouve ces gens-là? Alors, on a, par chance, on avait un distributeur dans le nord de la France qui était très efficace, c'était Nornet, mais bon, qui faisait avec ses moyens. Il fallait qu'on en trouve d'autres. Et la question se posait, c'est de comment toucher les populations qui ont besoin de notre produit. Et on s'est très vite aperçu que la très bonne façon de toucher les populations, c'était de passer par les collectivités territoriales qui, elles, bien sûr, connaissent ça et savent qui a vraiment besoin du produit. Hein. Et ça, c'est vrai en France, mais ça a été exactement la même chose en Angleterre, ça a été la même chose en Allemagne, et donc, et c'est la même chose en Italie, bien sûr. Et donc, les collectivités territoriales, pour nous, c'était un moyen de communiquer, c'est-à-dire qu'on allait voir, il y avait des conférences, il y avait des réunions, etc. Donc, on rencontrait les conseillers généraux, les conseillers régionaux, on expliquait notre solution, on disait pourquoi c'était bien, etc., etc. Et on arrivait à les convaincre de faire la promotion auprès de leurs élus, non, leurs électeurs, pardon, de les convaincre que cette solution était une bonne solution, au moins temporaire, pour permettre l'accès à Internet. Et on arrivait à les convaincre aussi d'aider financièrement, parce que c'est quand même une solution plus coûteuse que la solution terrestre, parce qu'il fallait s'acheter une antenne et un modem. Et donc, la communauté territoriale venait subventionner, en totalité ou partiellement, le prix de l'équipement. Donc, on ne vendait pas aux collectivités territoriales, on vendait bien au client final, l'utilisateur final, mais la promotion du service et l'aide à l'acquisition, c'était les collectivités qui s'en chargeaient. Et ce travail-là de communication, de valorisation du produit, encore une fois, on l'a fait dans la plupart des pays d'Europe. Et c'était la seule façon de toucher ces populations, parce qu'on a fait aussi, bien sûr, de la publicité à la radio, dans les journaux, dans la presse locale. Mais en fait, ça avait en général très peu d'impact parce qu'on n'avait pas non plus les moyens financiers de faire une vraie campagne sur TF1. C'est pas possible, ça coûte une fortune. On n'avait pas notre marché n'était pas à la hauteur de ces coûts. Donc, on a fait quelques essais, mais c'était sans trop d'intérêt. Voilà. Ah, c'est quand même, ouais, c'est quand même incroyable, quoi. Ça a l'air d'être une expérience vraiment très riche. C'est tout ce qui me vient. J'ai pas de questions supplémentaires par rapport à ça. Je pense que ce serait bien qu'on conclue sur l'ensemble en fait de ton parcours. La première chose qui me vient, c'est quand même, j'ai l'impression que tu as passé l'essentiel de ton activité dans les télécommunications. Oui. Est-ce qu'on peut Oui. dire ça? Est-ce que ouais. Une bonne partie, mais pas seulement. Je dirais d'une part dans les systèmes, plus que dans les télécommunications. J'ai toujours fait vraiment des systèmes globaux, c'est-à-dire que j'ai pas simplement fait un tuyau ou fait un bout de satellite ou fait un équipement embarqué sur un navire ou non. J'ai toujours fait un système, c'est-à-dire que un utilisateur avec une fonctionnalité complète, et on prenait en charge globalement, chercher à prendre en charge complètement le besoin du client, le besoin fondamental du client, et justement de lui masquer quelque part la complexité technique. Parce que le client, quand on vendait l'accès à Internet à Aurillac,
la personne qui achète ça, elle se fout de savoir qu'il y a un satellite en l'air, qu'on utilise tant de mégahertz. Non, non. Ce qu'elle veut, c'est son PC connecté, son browser, terminé, au revoir. Il faut donc masquer la complexité au client. Et ça, c'est pas facile à faire techniquement, c'est pas facile à expliquer en interne aussi dans l'entreprise, qui n'est pas habituée à vendre ça. L'entreprise vend des mégahertz à des gens qui sont des spécialistes des mégahertz. Donc on parle entre spécialistes. Et là, il faut dire, bah non, on ne vend plus des mégahertz. Donc on est, par exemple, si vous interrompez le service pendant 15 jours parce que vous bougez le satellite, c'est une catastrophe pour les clients. Bon, bah ça, c'est des choses pas évidentes, quoi. Pour un opérateur de satellite, c'était pas forcément évident. Donc voilà, ça, c'est la notion plutôt de système que la notion de télécom. C'était un peu un mini Steve Jobs à ton échelle, qui essayait de dire on est client-driven plutôt que technique-driven. Ah, complètement, oui. Ah, Ouais. Toi, complètement. tu voulais Ah, imposer cette vision-là, quoi. totalement, Et tu totalement. as l'impression que ça a fonctionné, tu as l'impression que tu as eu de la reconnaissance sur ça, ou tu t'es senti incompris. Euh, alors, c'est vrai que en jouant ce jeu-là, on est un peu à l'écart du mainstream, quoi. C'est-à-dire que j'en avais parlé précédemment, chez Thales, qui était à l'époque, c'est plus vrai maintenant, à l'époque fondamentalement un équipementier, faire du système, c'était déjà quelque chose de bizarre, donc Ouais, je me connexe, souviens, ouais. etc. Bon, donc on est en avance sur notre temps, quoi. Bon, mais la satisfaction, c'est qu'au bout du bout, on y vient quand même, d'une façon ou d'une autre. Mais pendant un certain temps, on est un peu le vilain petit canard, c'est sûr. Chez Eutelsat, c'était pareil. C'est-à-dire qu'au début, vendre du service, je me souviens être arrivé au comité de direction d'Eutelsat, tout début, en disant, mais il faut des satellites dédiés. Et là, tout le monde s'est vraiment éclaté de rire, en disant, mais des satellites dédiés à des services, mais malade, toi. Bon, aujourd'hui, on y est en plein. Hein. Donc, la satisfaction, c'est de voir que au bout du bout, on n'avait quand même pas trop tort, quoi. Hein. Ouais. Et que pendant des années chez Eutelsat, on m'a raconté, bon, de toute façon, tu nous coûtes cher et tu ne nous ramènes pas beaucoup d'argent. Ce qui était vrai, hein, ce qui était totalement vrai. Mais aujourd'hui, non. Et non. Et l'avenir de la boîte, elle est certainement aussi de ce côté-là. Parce que si Eutelsat ignorait le système, les services clients et l'accès Internet, je pense que c'est une boîte qui serait en pas très bonne posture, quoi. Donc là, ils ont bien compris les choses et ils sont partis dans cette direction-là aussi. Donc la satisfaction, c'est de voir qu'on a quand même eu raison d'aller dans la direction où on allait. Ça, c'est pas mal. Ouais, Ça, j'imagine. c'est pas mal. Là, c'est bon, voilà. On n'a peut-être pas été, je n'ai peut-être pas été suffisamment convaincant à l'époque et pris suffisamment de temps ou être suffisamment patient pour expliquer les choses, pour convaincre. Ça, c'est peut-être un travail qu'il faut faire et puis il ne faut pas s'énerver, quoi. Quand on voit que l'entreprise va devoir changer d'orientation, c'est évident que des boîtes comme ça, qui sont importantes, ne le font pas en 15 jours. C'est pas vrai. Hein. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'années. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Si on n'est pas patient, tant pis, hein, au revoir. Hein. Voilà. Mais je dirais que même dans une entreprise toute petite, beaucoup plus petite, hein, celle auquel je suis aujourd'hui, les difficultés de réorientation sont tout aussi importantes. Alors, ça va peut-être un tout petit peu plus vite, mais pas tant que ça. Et pas tant que ça. Parce que plus la société va être petite, plus elle va être réactive, sauf qu'on est face à des individus. Une grosse société, à la limite, les individus s'effacent dans un décisionnel qui vient on ne sait pas très bien toujours. Hein. Petite société, on sait très bien que c'est Paul, Jacques, Eric, Mohamed qui décident
pour ou contre, hein. Et donc, quand on a en face de soi des gens qui disent non, on n'a pas envie d'aller à droite, ben, on n'y va pas. On n'y va pas, même s'il faut. Donc, j'ai pu voir que dans une petite société, il ne suffit pas de dire, bon, allez, maintenant, ça y est, on change. Ah non, 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 ça ne va pas comme ça. Il faut que ça rentre dans la tête des gens et ça prend là aussi du temps. Ça prend là aussi du temps que les gens se disent, ah bah oui, tiens, on va changer. Et ça peut prendre J'ai là l'impression aussi. que dans les grosses boîtes, dans mon expérience, j'ai l'impression que dans les grosses boîtes, pour faire changer, entre guillemets, disons, il suffirait parfois de présenter le cas de manière très rationnelle. Et puis, bon, par l'équilibre des forces au sein de la boîte, il se peut que ça marche. Alors que dans la petite boîte, j'ai l'impression qu'il faut toujours être un bien plus fin psychologue. Parce que, comme tu dis, tu es à faire des individus. Et il faut essayer de comprendre plus en profondeur chaque individu, le rôle qu'il joue pour, euh, pour Bah, manœuvrer, quoi. Mais... oui, alors ça c'est sûr. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis sur la grosse boîte. Dans la grosse boîte, en général, ce qui fait bouger les lignes, ce sont les échecs. Quand, pourquoi Thalès s'est mis à se bouger comme des fous pour justement maîtriser les grands systèmes et les grands systèmes, ce qu'on appelait à l'époque à logiciel prépondérant, c'est qu'il y a eu une série de catastrophes, dont une qui a même failli faire tomber la boîte. J'en connais, je me souviens d'une notamment où il y a eu donc près de 10 ans de retard sur la livraison d'un système, 10 ans de retard. Il faut malheureusement souvent attendre de très gros problèmes pour que tout d'un coup les gens disent bon oui ok il faut faire autre chose. C'est pas si simple que ça. Et le rationnel, ouais ce sont tous des gens intelligents, mais ça ne veut pas dire rationnel. Intelligent ne veut pas dire rationnel. Non, C'est sûr. non, malheureusement non. Donc voilà. Et l'astuce, c'est là encore essayer de manœuvrer, savoir qu'il y aura une énorme résistance parce que on n'est pas dans la culture de l'entreprise et faire bouger la culture de l'entreprise, ben, il faut certainement pas y aller en force, ça sert à rien, ou alors c'est qu'on est le PDG, quoi, et encore. Mais amener petit à petit, sans violence, les idées, et en espérant que petit à petit, les gens prennent conscience de l'intérêt de faire ceci plutôt que cela. Ça, c'est... C'est tout un apprentissage de la diplomatie, j'ai l'impression. Ah, complètement. Ah, complètement, bien sûr. Bien sûr. Et de la patience. Et de la Beaucoup patience. Ouais. de patience, hein. Euh, et puis savoir se montrer parfois très ferme, hein. Là aussi, il ne faut pas tomber non plus dans l'écueil d'être un béni oui-oui, hein. Il y a ça aussi, une façon de faire, hein, pour monter sa carrière, bah, d'être copain avec celui qui va bien, et puis lui faire des grands sourires, etc. Bon, ça, oui, ça peut marcher, hein. Enfin, je pense qu'il faut quand même parfois bien marquer la position en disant, écoutez, bon, vous dites ça, ok, c'est votre responsabilité. Sachez que je ne suis pas d'accord pour telle raison. Je ne m'oppose pas à la décision de direction générale, on y va, mais je pense que vous avez tort. Je le dis, je l'écris. Voilà, et puis on s'arrête là. Et je pense que les gens sont reconnaissants quand on dit les choses. Ouais. Gentiment, sans violence, sans taper du poing sur la table, mais il faut quand même dire les choses. Est-ce que tu aurais un... Bon, je pense on n'est pas loin de la fin, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à la jeunesse qui nous regarde dans ces temps en ces temps troublés où le monde du travail est quand même en profonde mutation, j'ai l'impression. Information, se tenir Information. informé, savoir ce qui se passe, hein. En général, les gens se font, je dirais, avoir en quelque sorte, parce qu'il y a un déséquilibre d'information. Et l'information, ça peut être l'information technique, bien sûr, la stratégie de l'entreprise,
l'actionnariat, les centres de décision, qui décide quoi, hein. Est-ce que c'est des décisions du direction technique? Est-ce que c'est des décisions de la direction commerciale? Est-ce que c'est une décision qui vient en fait de l'actionnaire, hein? Parce que l'actionnaire, lui, il a une vision qui est quand même très particulière. Par exemple, quand l'entreprise est entre les mains de fonds, le fonds se fout totalement de la technologie qui est sous-jacente. Ça ne s'intéresse pas. Le fonds, lui, il va y rester pour 3-4 ans et faire la culbute, hein, et faire un maximum de profit. Bon, il faut savoir ça. Et une fois qu'on est dans une boîte qui est gérée par des fonds, il faut savoir quelle est leur logique et qu'est-ce qui risque de se passer du fait de cette logique. Donc ça, bon, même si je suis un petit technicien, j'ai aucun pouvoir là-dessus, mais savoir, connaître, être informé, hein, et pas rester. Et maintenant, avec Internet, on a énormément d'informations, énormément de réponses aux questions. Et puis après, il faut rencontrer les gens, il faut parler, il faut discuter, il faut écouter, et surtout pas être enfermé dans son bureau. Jamais être enfermé dans son bureau. L'information est essentielle. Et surtout, hein, pas simplement sur la partie technique, mais encore une fois, sur la partie financière de l'entreprise, la partie commerciale de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Et puis les autres, ce qui est autour, les concurrents, hein, les partenaires. S'informer, s'informer, s'informer. Eh Voilà. ben, mais c'est super, on va conclure là-dessus. Merci d'avoir été avec moi pour cette série d'entretiens. Très C'était bien. super intéressant et puis bon courage pour la suite. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt. Allez, alors j'arrête